Alors, en 1992, j'avais plein de projets. C'était après le bac, c'était de partir en Chine. C'était un rêve depuis l'enfance. Et entre-temps, je m'étais inscrit à l'université de Pékin pour rentrer au mois d'août. Et entre-temps, au mois de juin, je tombe amoureux. Je rencontre l'amour de ma vie. Et ça ne dure pas trop longtemps, mais elle est décédée donc au Danemark. Et ça m'a fait un choc, bien sûr, émotionnel, mais aussi une prise de conscience. Quand j'ai appris la mort de ma copine, j'ai eu une prise de conscience. Et aussi un arrêt aussi de ma vie pour savoir mais qu'est-ce qu'il y a après la mort. Si ce qu'il y a de plus beau et de plus magnifique dans ta vie disparaît comme ça d'un jour, alors à quoi sert la vie? Et c'est là où j'ai fait un recueillement et puis je suis entré un peu dans un état de recherche, de quête spirituelle pour savoir est-ce qu'il y a la vie après la mort, est-ce qu'il y a une vie avant. Et bien sûr, rechercher dans les croyances un enseignement qui donne réponse à ces questions. Et donc j'ai passé beaucoup de temps en prière et j'ai commencé à méditer à cette époque. Et les réponses, bien sûr, me sont venues aussi. Donc il y a, quand une recherche se fait, une réponse aussi vient te donner aussi. Donc je suis parti après en Chine, parce que là, il faut que je quitte carrément l'Europe pour oublier un peu cette souffrance. Et donc je suis parti en Chine avec une autre quête. C'était une quête de partir d'abord par les arts martiaux et par apprendre le chinois et la médecine, mais là j'étais parti aussi par la quête de me retrouver moi-même. Et en arrivant à Pékin au mois d'août, les gens à cette époque ne parlaient pas anglais et je me retrouvais vraiment seul avec moi-même parce que je ne pouvais pas trouver vraiment avec des personnes à qui parler. Ou bien c'était des étudiants, bien sûr, qui étaient à l'université, mais ils ne voulaient pas trop non plus parler de ces choses-là. Et en plus de cette souffrance, pendant l'entraînement, parce que j'étais à l'université de sport de Pékin, à un moment donné, je fais des roues sur les mains et il y a quelqu'un qui m'aide pour me projeter. Et je tombe et je fais un cercle mis en l'air et je tombe sur tout mon poids sur la jambe gauche. Et donc, ça fait crac. Et je vais à l'hôpital de l'université et on me dit « Vous avez une fracture, il ne faut surtout pas bouger. Donc, il faut rester dans votre chambre pendant 3 semaines et rien faire. » Donc, en plus que je ne peux plus avoir de cours de chinois, plus sortir, je suis vraiment resté seul avec moi-même, et en plein fond de la Chine, à vraiment me retrouver, quoi. Et là, je commençais à rentrer dans la méditation encore, et à faire un travail sur moi. Entre-temps, à Pékin, je rencontre un étudiant mexicain qui vient tous les jours, le matin, en partant en vélo, il revient le soir, et il me disait toujours « Hola, ¿qué tal, amigo ?» Et donc, intéressé par ce personnage, on fait connaissance. Et je lui demande qu'est-ce qu'il fait à l'université. Il me dit, je ne suis pas à l'université, je viens ici seulement pour dormir. Et, mais je m'entraîne au kung-fu à l'extérieur avec mon maître de kung-fu. Ah oui, c'est vrai, oui. Et si tu veux, on peut y aller ensemble un jour. Et donc, je m'achète un tricycle, comme je ne pouvais pas toujours marcher, j'étais avec les béquilles. Et le tricycle avait un siège arrière, un siège devant, donc lui il pédalait, moi j'étais derrière avec les béquilles. Et on arrive au parc, et je m'attendais à trouver quelqu'un, une femme, enfin pas une femme, mais je pensais à un homme, tu vois. Et j'arrive et c'est une femme dans la quarantaine d'années, et qui pratique un kung-fu admirable, avec la chaîne et l'épée. Donc je suis émerveillé par cette pratique, et je lui demande où est-ce qu'elle a pris ce kung-fu. Et elle me répond, je l'ai appris à Shaolin. Et quand on dit Shaolin, mes yeux ils ont fait... Car pour les pratiquants d'arts martiaux, le temple Shaolin, c'est un peu le berceau du kung-fu. Donc c'est toujours été mon rêve, peut-être plus jeune, de partir là-bas pour y apprendre. Et donc elle nous invite à la maison chez elle. Et pendant la connaissance, elle me montre des photos sur le monastère avec son maître de kung-fu. Et complètement subjugué, complètement pris par toutes ces images, je lui demande si c'est possible, un jour, pour moi de partir et rencontrer ces moines à Shaolin. Elle m'a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu iras en hiver, j'aurai du temps, donc on pourrait y aller ensemble. Donc un mois plus tard, j'en mets mieux. Je commence à pouvoir marcher, à courir, à commencer à m'entraîner.
Et elle n'a pas le temps de partir, mais elle me donne une lettre de recommandation pour aller à Shaolin. Et j'ai avec une amie chinoise qui parlait anglais et chinois. Comme mon chinois n'était pas encore bon à cette époque, je suis parti donc avec le train Pékin-Henan, donc le Zhengzhou, et après prendre un petit bus. Et c'est vrai que les Chinois ils roulent comme des fous, hein. Il n'y a pas de règles, donc c'était un peu on était près de la mort à chaque fois. Mais bon, arrivé à Shaolin, j'arrive le soir au temple, et j'avais une personne qui je devais rencontrer qui s'appelait Yongshin. Et on va au monastère, on frappe, et on demande au monastère si le maître est là. Et on répond non, il n'est pas là, mais il rentre ce soir. Donc on est retourné à héberger à l'hôtel, de 2 km du monastère. Donc j'étais dans ma chambre, et il y a un coup de téléphone à l'hôtel, et je vais répondre. Et j'apprends que Yongshin était retourné au monastère, donc il nous attend. Voilà. Donc à 8h30 du soir, il faisait nuit, et en plus j'ai interdit d'avoir des lampadaires jusqu'au monastère, donc tu marches vraiment dans la nuit pour arriver au monastère. Et puis de porte, je frappe à la porte et il y a un moine qui me fait rentrer, et puis je rentre dans le monastère, donc pris par ces histoires de 1500 ans d'histoire de Kung Fu. Et j'arrive dans une petite pagode où je suis accueilli par 2 moines assis en tailleur, et qui me fait boire du thé, et puis on me pose un peu les questions de savoir pourquoi je suis venu ici. Et, bon, j'ai expliqué mon rêve, l'histoire, et puis un peu par rapport au Chan, du point du bouddhisme zen qui s'est développé ici. Et après 1 heure de conversation, je suis complètement, pris par cette énergie du temple. Et ça m'a vraiment fait du bien de venir là pour oublier le reste. Et le lendemain, je retourne au monastère et je demande aux moines plus jeunes pour savoir est-ce que c'est possible pour un étranger de venir vivre au monastère. Et ils me disent non, c'est pas possible. Mais si tu veux vraiment venir ici, enfin ça n'a jamais été fait auparavant, mais si tu veux vraiment venir au monastère, c'est seulement par la relation que tu as avec la personne qui t'a fait rentrer avec cette lettre. Voilà. Donc je suis retourné à Pékin, j'ai trouvé notre maître de Kung Fu chinoise, Xiaodong, et je lui ai demandé est-ce que c'est possible pour moi d'aller au monastère, si tu peux me faire entrer. Il m'a dit mais t'es malade, qu'est-ce que tu vas faire au monastère? Mais il n'y a pas d'eau chaude là-bas. La nourriture c'est simple, c'est que du riz ou des végétaux. Tu vas pas être bien, il n'y a pas de confort. L'hiver il fait froid, il n'y a pas de chauffage. Mais je dis je vais vraiment y aller. Tu veux vraiment y aller? Bon, on va essayer. Et au mois de janvier, on est reparti, elle est partie avec moi, et j'ai rencontré ces moines là-bas, donc un des Yongshin et d'autres personnes. Et elle a posé quelques questions en chinois, donc mon chinois était un peu meilleur, mais bon, c'était pas encore le meilleur. Hein. Mais elle a posé 2 questions. Je me rappelle toujours. Andrés, ta nang bonang za zheli xuexi ma? Donc Andrés, c'était mon nom. Est-ce qu'Andreas peut ou peut pas venir ici faire ses études? Et les moines la regardent, et puis ils me regardent, puis ils la regardent encore une fois. Et puis j'entends un mot qui dit « koi ». Koi qui veut dire « bien sûr, il peut ». Ah, j'entends bien. «但是他要掏多少钱？ » Voilà, combien il doit payer? Et il me regarde, il regarde. « 不要掏钱，不要掏钱，pas besoin de payer ». Voilà, et là c'était l'acceptation que je puisse vivre au monastère. Alors, Xiaodong, elle est retournée à Pékin et elle m'a laissé. Voilà, tu es bienvenue. Donc, une chose, rentrer au monastère, c'est une chose. Être au monastère, ça sert à quoi s'il n'y a personne qui t'enseigne? Donc, il faudrait que je trouve un enseignant, un maître de Kung Fu. Et ça, c'est autre chose. Ça prend du temps. Et elle m'a dit, avant de partir, ah, Heiting, si tu peux t'entraîner avec ce moine-là, son Kung Fu est très fort. Et voilà, je te le dis, si tu peux t'entraîner avec lui, c'est bien, tu peux la commettre. Et voilà, elle est partie. Donc, un des moines, Yanjan, m'accueille et me dit, bon, on ne va pas te laisser rester au monastère au début, parce que ça va faire un chamboulement. Et donc, je suis venu à l'école en face. Il y avait une école de Kung Fu. Et j'avais ma chambre là. Mais tous les matins, j'allais au monastère m'entraîner. Donc, je traversais les bases de Jibengong. C'est l'échauffement, les étirements. Donc, c'est dur quand même, forcer la souplesse.
Et un jour, je trouve ce maître, Haiting, qui se balade dans un monastère. Et ils me disent, bon, si tu veux trouver un maître, il faut descendre à genoux, il faut faire le koto en chinois. Donc 3 fois. Donc je l'ai vu partir là-bas. Moi, j'ai trouvé comme maître, je vais faire le koto. Je me suis dit, j'ai fait le koto. La première fois, hop, je me relève, il est déjà parti. Et donc j'étais complètement laissé là, vraiment, prise d'humilité, quoi. Il fallait voir que moi. Et une chose aussi, il faut savoir que le Kung Fu Shaolin, c'est connu pour qu'il y ait du chi. Hein, ils ont une force considérable, et quand on lit dans les histoires de Shaolin, ces histoires fabuleuses de contes, hein, ce sont peut-être des Superman. Donc je voulais savoir si, est-ce qu'il y a vraiment du Kung Fu, hein, le vrai Kung Fu de Shaolin, est-ce que ça existe vraiment? Donc pareil, on peut peut-être dire, bon, on entend parler, mais bon, des dragons, ils s'en vont dans l'air, ils marchent, ils courent sur les murs. Hein. Et après, dans la journée, j'étais un peu responsable des étrangers qui venaient au monastère, donc je les ai venir et je les accueillais et je lisais le chinois dans un magasin de souvenirs avec un moine pour apprendre, hein, pour apprendre la langue. Et le matin et le soir, je m'entraînais avec les jeunes moines, donc pour avoir les bases. Mais je n'avais toujours pas vraiment de maître qui m'enseignait. Et un jour, je vais dans une pagode et je vois qu'il y a donc ce maître, Haiting, qui est en train de se bagarrer avec des autres moines. Combat souple, mais je vois que les autres moines, ils ont très peur avec lui. Dès qu'ils me voient arriver, ils me disent « Andeles, gola, viens ici. » Et je fais « Ah bon, qu'est-ce qui se passe quoi ?» Et je pose le carton d'eau minérale, pack, et ils s'en vont. Et je vois ce moine, dans ma taille, carré, « Gola. » Et je fais « Hein, chemin ?» Là, on va se battre. Et c'est là que ça commence donc à me mettre en face de lui pour faire un combat souple ou quelque chose. Mais entre-temps, j'entends plein de petits pas. Et je me retourne et je vois plein de moines qui rentrent dans la pagode, donc c'est une grande salle hein, d'invités, et ils s'assoient tous sur des sièges. Et le dernier, il ferme la porte au cadenas, à clé. Parce que pour eux, c'était quelque chose de super de voir un étranger faire du combat avec leur maître de Kung Fu et voir comment on va se prendre un des coups. Hein. Donc je suis là, mais qu'est-ce qui se passe tu vois. Et bon, j'ai quand même pratiqué de Kung Fu depuis l'âge de 11 ans. Donc j'avais 12 ans de pratique. J'avais 21, 22 ans quand je suis parti. Et donc j'étais pas non plus nul, hein. J'avais comme des bases. Et j'ai vu qu'en fait, c'était un bon combattant, quoi. Dès qu'il bougeait, tout tournait, les mains, les pieds, ils étaient de partout, et je pouvais rien faire. Je reculais à chaque fois parce que sinon j'allais me faire prendre des coups. Et à un moment donné, la première vision du Kung Fu que j'ai eue, c'est qu'il s'est rapproché très près de moi, et j'ai eu un réflexe de donner un coup de pied. Et d'un coup de pied dans les parties. Et il n'a pas bougé. Il s'est pris un coup de pied, il a continué à se battre. Alors j'ai fait « Dang, attendez. Ganganita, Zajali, mais où est-il, je viens de vous frapper dans les parties, vous n'avez pas eu mal ?» Alors il s'est mis comme ça, les jambes écartées. Et da, frappe encore une fois. Et je fais bien da, tape bien fort. Et j'ai frappé d'un beau coup de pied, elle a laissé frapper dans les parties, et elle est restée. Et après elle a fait là. Alors si mon coup dans les parties n'a aucun effet, j'ai compris qu'il a vraiment du Kung Fu. Parce que j'ai appris qu'il y a le Kung Fu des testicules, qu'on peut les remonter ou qu'on peut les fortifier. Hein. Et là, j'ai vraiment des témoignages directs que c'est possible. Alors, j'avais pas grand choix à la fin. Parce que le combat allait de plus en plus violemment. Et je me suis dit, il n'y a qu'une seule façon de le faire, de pouvoir me libérer. C'est quand j'étais plus jeune, 2-3 ans avant, je faisais une méditation pour savoir mais qu'est-ce qui est la façon la plus efficace de gagner un combat. Et j'avais médité beaucoup dessus, et je m'étais couché le soir, et la nuit, j'ai trouvé un eureka. Mais oui, c'est comme ça qu'on doit faire. Et j'ai compris qu'en fait, si dans un combat, les deux personnes se battent, si je recule à chaque fois, je lui laisse encore une chance de me frapper. S'il a un couteau, par exemple, tac. Alors c'est vraiment une inconscience. Et c'est comme si tu vois un tuyau d'eau, et il y a une fissure et ça coule. Alors, ou bien on essuie, ou bien on va directement à la fissure, on arrête l'eau de couler. Et bloquer, c'est essuyer.
mais directement à la cause. Donc il y a la cause et effet. Alors j'ai compris qu'en fait, au lieu de reculer, quand un combat avance, il faut avancer. Et j'ai compris qu'il y a deux forces dans ce cas-là. La force, ça c'est une force. Hein, mais quand les deux forces se joignent, donc on utilise la force de l'autre, et ta propre force, tu as une double force de retour. Ce qui se passe, c'est que s'il faut être un, donc la main, la jambe et le corps soient unifiés. C'est comme si j'ai poussé quelqu'un seulement avec le bras, et si je pousse avec le poids du corps, eh ben, il est propulsé. Hein. Donc toutes ces conceptions, par exemple même si on est entouré par 10 personnes et tu tapes en même temps, si tu restes sur place, tu prends 10 coups, mais si tu disparais sur un, les autres tapent dans le vide. Et tu as seulement toujours un combattant contre toi, et jamais 10. Et donc toutes ces théories, j'ai comprises, et j'ai compris à la fin aussi, par exemple, un disque qui tourne, le bout du disque, hein, c'est ici ça va très lentement, mais au bout du point, ça va très vite. Quand tu as un coup de pied, par exemple, le genou est lent, mais le pied est rapide. Alors j'avais élaboré une façon de combattre avec cette théorie d'avancer tout de suite. Et c'était ma dernière chance pour pouvoir sortir de ce combat, c'est de faire cette pratique. Donc on se remet en garde, moi et ce maître de Kung Fu, et il avance sur moi, et j'avance sur lui tout de suite. Et je mets la main sur son plexus solaire, je mets le poing comme ça et je l'arrête. Et je suis rentré dans sa garde. Alors il m'a regardé, et il s'est remis en garde, et il est reparti, et je suis arrivé avec le poing. Alors, les Chinois qui regardent, ils perdent un peu le visage, qu'est-ce qui se passe? Et la troisième fois, il m'envoie un coup de pied circulaire, et pareil, je rentre, et j'arrive à attraper le pied, et je mets le main encore une fois. La chose à ne pas faire, c'est de réveiller l'ours dans sa caverne. Et c'est là où j'ai vu qu'il a commencé bien sûr à être fâché, mais autre chose se préparait, parce qu'il commençait à faire des respirations bizarres. Et la quatrième fois, je vois qu'il me regarde, parce qu'il commençait à m'observer, qu'est-ce qu'il fait Andreas là? Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Et je vois qu'il sait qu'il a compris que j'avançais. Donc, dans le combat, j'ai ressenti, ce qu'il va faire, il va me balayer la jambe. Il va me remettre un grand coup dans la jambe, je sais que ça va être mal, tu vois. Alors, quitte à prendre le coup, je sais que si j'avance, si je prends le genou, je ne prends quand même pas le pied. Donc ça va encore aller. Et il fait la chose, et j'avance, et je prends seulement le genou, et j'arrive à mettre le poing. Et là, le maître fait appel à autre chose que seulement du kung-fu, mais je vois qu'en fait, il fait une respiration, et je vois du blanc qui descend dans la main. Il fait ça dans les deux mains. Et il avance sur moi, comme une machine. Et là, je me suis dit, je ne vais pas rester contre lui. Et je commence à me sauver sur les tables des autres, tu vois, des invités, des moines. Tout le monde me regardait. Et je m'assois sur une chaise. Et je vois un des moines qui s'appelle Yongbei. Yongbei, voilà là, je suis fatigué, voilà là, ni tu. Oh, je peux y aller. Tout d'un coup, je ressens une masse, une ombre devant moi. Et je retrouve le rating qui se trouve devant moi. Bonjour. Alors je lui dis, voilà, je suis fatigué. Il dit, tu es peut-être fatigué, mais j'ai pas fini avec toi encore. Et je sens la présence donc, de sa main qui se pose sur mon épaule et comment ses doigts commencent à s'incruster dans ma chair, tu vois, comme un tigre. Et je savais que si je me lève pas avec lui là, il va déchirer, il va même tirer, tu vas sortir de la chair. Donc j'ai suivi avec lui et j'ai le vêtement, il a craqué de partout. Et il m'a pris, il m'a balancé. Et les poignées de main que j'ai senties sur mon corps, c'était vraiment des griffes. Hein. Et j'ai compris, quand j'ai arrêté le combat là, je dis à la fin le combat s'est arrêté. Hein, et j'ai compris qu'en fait c'était vraiment il fallait pas jouer avec lui, hein, plaisanter avec lui, ou le ridiculiser ou quoi que ce soit, parce que j'avais affaire vraiment à un grand maître de kung-fu. Et là, j'étais allé un peu loin dans ce combat. Hein. Plus tard, le soir, je me rappelle, j'avais encore des marques de doigts dans le corps, bien enfoncées, et j'avais vomi le soir, parce qu'elle avait touché le point d'acupuncture. Hein, et voilà, quoi.
Le lendemain, tous les jours, il me voyait, il voulait se battre avec moi. Il rigolait, hein. Moi je partais, quoi. Et après quelques semaines, Yongbei me dit, Andreas, pourquoi tu ne vas pas à Yongting pour rating, se mettre, pour pratiquer le kung-fu, parce qu'il est bon. Oui, mais il va toujours se battre avec moi. Attends, je vais lui parler. Et quelques jours plus tard, Yongbei est en discussion avec ce maître. Et à la fin, il accepte. Donc, d'enseigner le kung-fu. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il m'a demandé, il m'a fait des mouvements en l'air, et il m'a dit qu'est-ce que j'ai fait comme mouvement. Et donc je vais remontrer ce qu'il a fait. Hein. Et c'est là il regarde, les maîtres de kung-fu regardent si tu as l'œil pour l'art martial, hein, ou si tu es bête, si tu n'as pas de contact avec le corps par rapport au regard des yeux. Et comme j'ai pratiqué le kung-fu assez longtemps, j'avais quand même réussi à passer ce test. Et après, il m'a dit OK. Et il m'a dit Andreas, on ne va pas s'entraîner au monastère. Parce que j'ai refusé plein de disciples ici. On va aller dans mon village natal pour pratiquer là-bas. Parce que quand les gens vont savoir que j'étais pris comme disciple, ça va faire la pagaille à Shaolin. Donc, on est parti en douce le lendemain, et je suis arrivé à un village, Teiko. Et où il n'y a jamais eu d'étrangers, jamais. Donc, quand je suis arrivé au marché, les gens ils m'ont regardé. Il y en a qui ont eu peur, il y en a qui ont dit c'est qui lui? Et j'ai passé à peu près 6 mois à pratiquer l'art martial, donc dans ce village. Petite maison un peu en dehors du village, tous les jours. Donc 4h du matin, méditation et pratique d'art martial, jusqu'au soir, jusqu'à 11h du soir. Méditation, voilà. Je dormais 4 heures par nuit. Et je mangeais 2 repas par jour, hein, petit matin, puis je mangeais le soir. Et petit à petit, à Shaolin, ça s'est calmé. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient, attends, pourquoi lui, il est là, il a fait 2 mois qu'il est là, et il a été accepté comme disciple. Et après, je suis retourné au monastère, on pouvait se remonter au monastère, et là, je passais du temps là-bas. Et donc, j'ai changé le kung-fu avec eux. Donc ça, c'est l'histoire de kung-fu. Et bien sûr, j'ai vu d'autres des pratiques de kung-fu où il y a des gens qui arrivent à courir sur les murs et sur les arbres, mais à plusieurs mètres, hein, comme ça, tac, 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 disparaissent. C'est comme assez hallucinant. Tout ça, c'est caché. C'est un enseignement qui n'était pas donné dans les grandes écoles à l'extérieur du monastère. Hein. C'était des choses qui sont bouche à oreille, dans un coin, le soir, on t'enseigne quelque chose. Au monastère, je suis resté 2 ans et demi pour le kung-fu. Et après 2 ans et demi, je sentais que j'avais fait mon cheminement, si tu veux, de l'art martial. Et je suis reparti à Pékin, parce que moi j'avais mon avion qui repartait. Et il y a eu un magazine qui est venu, Karaté Bushido, qui avait fait une interview. Et en fait, c'était pas de faire une interview sur moi, l'idée c'était de faire une interview sur ce maître de kung-fu. Mais le problème, quand ils sont venus à Shaolin, c'est qu'ils ont filmé, mais ils ont fait une interview sur moi. Plus. Donc, le mois de septembre, à la rentrée, il y a eu le reportage sur Shaolin, et puis j'étais en couverture, et puis il y avait plein de photos de couleurs dans 8 pages sur le Kung Fu, quoi. Et ça fait bien sûr un succès par rapport à ça. Et l'idée, c'était d'ouvrir une école, donc d'enseigner le Kung Fu Shaolin. Et à la fin, mon maître dit non, je ne pars pas, tu pars devant moi, tu tiras tout seul. Donc je me suis retrouvé seul à Paris avec tout ce monde à la porte ouverte, et j'ai commencé à donner des cours. Mais bon, avant ça, avant de rentrer en France, j'avais passé donc du temps dans un monastère à Pékin. Il me restait quelques jours avant que le visa s'arrête. C'est là où j'ai rencontré un pratiquant. Donc, je vais dans un monastère vide et je vois qu'il y a un homme assis en cavalier comme ça qui fait ce mouvement comme ça. Alors il se met en cavalier et avec les doigts tirés comme ça, un peu en pistolet. Et cavalier, ça veut dire que tu es assis sur un cheval. Hein. Mais bon, il n'y a pas de cheval, mais c'est la position de fléchie des jambes. Et donc je l'observe et je vois qu'il fait des sortes de respiration et des mouvements avec les mains. Et assis sur un petit tour de la pagode, je le salue parce qu'il me voit à un moment donné et puis il me salue. Et il vient me voir et il me demande alors tu viens d'où toi? Et je lui dis je viens de Shaolin. Tu viens de Shaolin? Alors il fait un grand sourire. Il vient. Et donc, il vient me montrer dans sa chambre. Et je vois qu'en fait, sur sa chambre, il y a une photo d'un maître.
Et c'est un des vieux maîtres de Shaolin, qui est encore vivant, mais qui s'appelle Shushi. Et il me dit, ça c'est mon maître. Et moi je suis médecin. Et voilà, je pratique la médecine de Shaolin et je suis là à Pékin pour aider les gens à aller mieux. Ah, et il dit, reviens demain, on aura du temps. Et le lendemain matin, je retourne. Alors à quelle heure je viens à 5h30. D'accord, alors. Je retourne à 5h30 et là il m'attendait au temple. Et puis il me fait le tour de tout le lieu. En fait, ces montagnes, il y avait 8 temples, hein, des temples tibétains, des temples taoïstes, des temples bouddhistes. Et il m'explique toute l'histoire de ces enseignements et tout ça. Et il me fait un soin, oui. Je me rappelle, il m'avait fait un soin énergétique. Et j'ai senti vraiment un dégagement, comme le cœur s'est ouvert. Et voilà, quoi. Et j'étais un peu pris... des questions qui m'étaient venues, quoi. Parce que ça, c'est tellement intéressant. Hein. Et par rapport à la médecine aussi, parce que je ne savais pas que Shaolin avait vraiment cette connaissance médicinale. Retour en France, donc j'ouvre cette école et les cours sont pleins, à craquer. Tous les soirs, je l'enseigne. Et je fais une prise de conscience que, mais attends, j'ai rien appris, moi. Je connais rien. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent bien sûr, t'es à Shaolin, il connaît tout déjà. Non, bien sûr, l'enseignement, ça prend toute une vie, même plusieurs vies. Hein. Donc je savais qu'il fallait que je fasse une sorte de retour sur moi. Alors, ce médecin, Shaolin, il s'appelait She Liang. Et je savais que mon séjour en fin d'été, au mois d'août, quand je l'avais rencontré, que j'allais revenir en Chine pour apprendre autre chose. Et en retour en France, après que j'avais fermé l'école, j'ai pris un billet d'avion et je suis retourné en Chine. Et j'avais l'adresse d'où il habitait, mais je n'étais jamais allé chez lui. Donc à la fin, j'arrive à trouver un lieu. Il habitait en ville, dans un grand bâtiment, 3e étage. Et je me rappelle, je frappe à la porte. Et il ouvre. Et il dit, je t'attendais. Et ça m'a fait un choc, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et en fait, il avait, le jour d'avant, il avait gravé le nom que j'avais en Shaolin, Chan Wu. Tu sais, avec un tampon, tu sais, que tu mets en rouge. Donc, il me l'avait donné. Et j'ai passé donc après un mois avec lui à Pékin et puis dans les montagnes. Et il a commencé à m'enseigner donc la médecine, comment ça marchait. Et j'ai vu plein de patients venir le voir. Et ils les installaient et ils pratiquaient cette médecine énergétique. Donc, il me disait, cette médecine que je fais n'utilise pas de point, je n'ai pas de point d'acupuncture, mais à travers le fagon, donc l'émission du chi, et à travers le regard, je fais le travail à ce niveau-là. Et bien sûr, j'ai vu des résultats donc, tous les jours. Et c'était des gens qui venaient des hôpitaux où les médecins disaient, mais on ne peut plus rien faire pour vous. Bien sûr, l'espoir d'un homme, c'est toujours d'avoir peut-être quelque chose qu'on peut faire. Et il cherche le tout. Et donc, il est connu pour être un grand médecin un guérisseur connu de Chine, quoi. Et voilà. Donc, je ne sais pas si c'est, qu'est-ce qui a mené à qu'on se rencontre, il y a toujours une histoire derrière, mais après retour en France, je reçois un coup de fil d'un ami, je parle de ce médecin, et il me dit, je connais quelqu'un qui est malade, qui serait bien intéressé de le faire venir. Et donc, à l'été, je retourne en Chine, je vais le chercher. À l'ambassade, on fait des visas, et je passe encore 3 mois, 4 mois avec lui. Et on arrive en France tous les deux, et là, on voit des gens un peu partout qui sont malades, des patients français, hein, et il fait ses soins, et il y a d'énormes résultats. Et il m'enseigne aussi cette médecine, entre-temps, parce que je suis là vraiment en tant que conseiller, et puis un peu en élève, hein, par cet apprentissage. Mais il me dit, Andreas, pour cette médecine, tu ne peux pas travailler à ce niveau-là si tu n'as pas le 3e œil ouvert, si tu n'as pas l'œil spirituel pour regarder vraiment l'homme comment il est. Et il faut que tu arrives à ouvrir cet œil. Voilà, donc, donc on passe après un an ensemble, après avec la Chine et la France, tout ça. Et après, il retourne en Chine et disparaît, hein. Il déménage, je ne sais plus où le trouver. Donc je me retrouve avec cette connaissance de médecine de Shaolin. Et bon, qu'est-ce que je vais en faire? Et la première fois où j'ai eu un résultat par rapport à ça, c'est
comme je te dis avant, ma mère m'a appelé un jour, elle avait 40 de fièvre. Elle était couchée dans son lit, le téléphone, si tu peux venir, je suis pas bien et tout. Et j'ai dit bon, je suis parti et j'ai pratiqué cette médecine sur elle. Et ce qui est rigolo, c'est que ma mère a vraiment senti comment il y a une épuration d'énergie lourde sortir de ses pieds. Hein. Et puis la fièvre, elle est partie. Et une demi-heure après, elle s'est levée et puis elle était au travail. Donc j'ai vu qu'il y avait quand même des effets comme ça. Et pareil, quand ma grand-mère était à Paris venir nous voir, elle avait un problème de genou depuis 10-15 ans. Et ce médecin l'a vu une fois. Et le mal est parti du genou. Donc je savais qu'il y avait quand même une connaissance importante. Alors l'histoire de cette médecine, apparemment, c'est que ce qu'a raconté Zhedelong, c'est qu'il a entendu qu'il y avait un temple connu de la médecine, mais qui était très fermé. Et tous les jours, il venait s'asseoir en dehors du monastère, en attente pour pouvoir rentrer. Et après 3 ans, donc, qui s'est montré là, dans le monastère, en attendant, je ne sais pas combien de temps il a attendu, mais quelques heures, peut-être pour montrer qu'il y a le dévouement pour son enseignement, ils ont ouvert la porte à Zhedelong, il lui a enseigné ça. Et il paraît que cet enseignement vient de Lao Tzu. Donc revenir sur le taoïsme, ce sage a enseigné l'acupuncture, mais aussi cette médecine de ce niveau-là. Et après, bien sûr, c'est répandu. Et à Shaolin aussi, ils ont gardé cet enseignement. Donc c'est rigolo d'ailleurs. Par la suite, pour revenir au Qigong, parce que apparemment c'est là où on doit en venir, j'ai posé la question. Parce que quand je retourne en France, quand je parle du Qi, les gens me regardent bizarrement. Alors le Qi, c'est quoi de Zhedelong? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que le Qi? Alors Zhedelong, il me dit, Andreas, le vieux Qi, le vieux caractère du Qi, l'ancien, ça veut dire lumière. Et la lumière, dans la création, quand il y a le Big Bang, enfin, toute cette création, le Qi, il s'est divisé en plusieurs matières. Mais c'est toujours le même Qi. Et dans la création du Soleil et des planètes, chaque planète a, une petite quintessence du Soleil, donc de la lumière. Et cette énergie qu'il y a dans la Terre, cette boule de feu qu'il y a dans la Terre, veut retourner à son origine, qui est le message de retour de la conscience. Et le Qi passe à travers plusieurs règnes. Donc le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne de l'homme. Donc, quand il y a des éruptions de volcans, c'est le Qi qui évacue, il y a une transmutation énergétique. Les arbres, les fleurs, tout transmute cette énergie. Et l'homme a cette possibilité d'évacuer l'énergie avec la conscience. Alors je dis, mais comment sentir l'énergie? Comment sentir le Qi? Parce qu'on ne le voit pas et on ne peut pas le sentir. Oui, mais tu peux le ressentir, il m'a dit, dans ton corps. Alors je dis, comment on fait? Mets-toi debout et ferme les yeux et ne fais rien. Et après quelques minutes, alors tu as senti quelque chose? Ah oui, j'ai senti. Et en fait, ce que j'ai vu, que quand on se tient debout comme ça, à un moment donné, la tête, elle va faire des rotations. Et ça, ce sont l'énergie donc tellurique du sol qui remonte à travers notre corps. Et nous, on transmute cette énergie dans la tête. Ah, ok. Et il m'a dit aussi, bon, le Qi, on peut le recevoir de plusieurs façons. Et il me parle de, bien sûr, la nourriture. Quand on se nourrit, on mange quelque chose. Après, le Qi, par l'estomac, sort et nourrit notre corps. C'est une chose. Après, on peut recevoir le Qi par rapport au temps. Donc, quand il fait soleil, on est bien, on est heureux. Hein, mais quand il y a des orages, quand il y a la pluie, on sent qu'il y a une autre énergie dans l'atmosphère et qui nous met dans un autre état. Il y a aussi le Qi par rapport au son. Donc, à travers différents sons, on reçoit des énergies. Et quelqu'un qui a une souffrance, par exemple, une tristesse, s'il met une musique d'un certain vibration, ça va lui ouvrir le cœur et il va commencer à pleurer.
Et par exemple, pour les enfants, hein, pourquoi ils aiment bien la musique tam-tam et techno? Parce qu'ils doivent s'enraciner, donc tout. Mais quelqu'un de plus âgé, il a besoin d'ouverture spirituelle, donc il préfère la musique plus aiguë. Mais il m'a dit, Andreas, ceux qui contrôlent, enfin le roi du chi, en fait, c'est le shin et le i, le cœur et l'esprit. Ça, c'est le maître. Et il m'a expliqué que bon, les gens qui sont des artistes, hein, ils peuvent, la composition, ils peuvent se mettre à écrire une symphonie, hein, sans manger, sans boire, et ils sont enfermés, mais ils ont plein d'énergie, parce qu'ils sont dans une énergie de cœur. Et le secret pour pouvoir comprendre le chi, c'est l'ouverture du cœur. Et tu vois que tout passe à travers le cœur. Voilà. Donc il m'a expliqué un peu cette histoire. Après il est parti, donc disparu. Et moi je retourne à Shaolin en 98, en 99. Et là, je fais connaissance du Qigong de Shaolin. Parce que j'avais appris l'art martial, j'avais reçu le côté médicinal. Et là, j'ai appris, par rapport à 2 maîtres de Qigong, qui m'enseignaient la pratique de Shaolin, qui est très connue pour le Qigong, le I Jing Jing, donc la transmutation des tendons et des muscles, donc ces étirements, hein, le classique étirement. Et le Qi Shui Jing, qui est la pratique, donc nettoyage de l'os et du sinus. La moelle de l'os et du sinus. Et c'est une pratique vraiment interne, externe, pour mettre l'homme dans son orbite et vraiment tout nettoyer dans le corps. Et en 97, bien sûr, moi j'avais des rhumes qui me venaient de temps en temps. Depuis que je pratique le Qigong, plus aucune maladie. Et pareil, j'avais des problèmes de dos par des pratiques. Et le I Jing Jing m'a tout remis en place. Et voilà. Donc, par la propre expérience, par rapport au Qigong, j'ai compris qu'il y a beaucoup de sagesse dans ces mouvements de pratique corporelle. Donc tous ces bagages ont fait que, bon, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas, mais c'était pour moi, hein, pour que je grandisse dans tout ça. Et tous les ans, donc j'en partais en Chine, et puis pour apprendre d'autres choses encore, et voilà. Jusqu'à ce qu'en 2004, Yves Rekana, qui est un institut européen de Qigong, m'appelle et me demande ce que je connais, le I Jing Jing. Et je lui dis oui, au téléphone, bien sûr. Et il me dit alors il y a combien de mouvements? Il y a tant de mouvements. Quoi? Tant de mouvements? Et il a pris l'avion à Stockholm, on s'est rencontrés. Et il m'a invité à venir enseigner cette forme de pratique de Qigong, donc ici à l'Institut. Donc je viens tous les ans donner cette pratique, parce que je sais que c'est bien pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qui doit être enseigné. Hein. Quelque chose qui garde secret maintenant, qui ouvre ses portes. Et un peu ça l'histoire. Donc ce que je fais aujourd'hui, dans le Qigong, c'est que j'enseigne de temps en temps, pendant des stages, cette pratique. Alors, il faut comprendre, pour il y a 2 choses dans la vie. Un qui nous enferme, c'est l'ignorance, de ne pas savoir les choses. Et l'autre chose, c'est l'oubli de ce qu'on sait. Et l'important dans les bases de toute pratique, qu'elle soit taoïste, bouddhiste, ou je pense quand je parle des saints de la chrétienté, hein, ils ont tous fait un retour sur eux-mêmes. Ils sont enfermés dans une grotte, hein, une caverne, dans le silence total, dans le noir, et ils sont mis à méditer ou à prier. Et ils sont sortis comme des gens illuminés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand on s'enferme dans une caverne, on va retrouver un savoir? Alors, il y a des choses par rapport au cerveau. Hein, quand les enfants sont jeunes, leur esprit, leur cerveau est ouvert. Donc, ils sont des canaux. Hein, il y a des canals de tout dans l'univers. À un certain âge, à l'âge de 7 ans, ce canal, on dit au Païroi, se referme. Et quand on pratique la méditation, quand on s'assoit dans le noir, on revient dans cet état d'enfance. Et on n'a pas plus la lumière du soleil, hein, de la journée, mais on retrouve une autre lumière qu'on doit récupérer de autre part. Et là, tu commences à produire une sorte d'effervescence. Et on parle donc de 3e œil. Donc les visions, si tu veux, deviennent beaucoup plus claires. Et après quelques jours de pratique, ou quelques semaines, ça dépend de la personne, hein, de l'état d'éveil de la personne, tu peux voir les choses plus ouvertes.
Donc ça, c'est une pratique à faire pour travailler sur ce niveau-là. Alors, dans la vie, il y a la loi de la cause-effet. Hein. Rien n'est sans qu'il y ait eu quelque chose derrière qui a apporté cette chose. Donc, par la médecine, hein, il faut comprendre que tout a une raison d'être. Qu'elle soit d'hier, d'avant-hier, ou il y a 10 000 ans, ou 20 milliards d'années. Hein. Il y a toujours une réponse à une question. Et les médecins de Qigong de ce niveau-là, ils ne regardent plus dans le présent, mais ils regardent dans le non-temps pour savoir quelle est la cause de cette maladie. Pour ça, il faut avoir quand même une conscience éveillée pour aller chercher la raison d'être. Et les médecins de ce niveau-là, ce qu'ils font, ils vont faire comme on dit en français, quand tu fais une auscultation hein, pour savoir un peu, eh ben, ils vont te regarder, et ils vont faire un diagnostic, mais de l'être entier. Parce qu'ils savent que l'être, c'est pas seulement un être physique, mais c'est un être spirituel. L'être spirituel, il est gigantesque. Hein. C'est comme là, tu regardes, c'est une pyramide de pierres. Et une pierre, c'est le corps humain. Hein. Après, tu as d'autres pierres, le corps astral, le corps éthérique, le corps. Et ils vont chercher où est-ce qu'il a mis son pied dans la boue, hein, pour nettoyer tout ça. Et là, c'est la question aussi de savoir, par rapport au patient, est-ce qu'il veut savoir la vérité ou est-ce qu'il ne veut pas la savoir? Parce que, en lui donnant la vérité, c'est que l'homme, il faut commencer à travailler sur lui-même. Et on a, en Occident, hein, la paresse. On cherche toujours des maîtres à droite à gauche, on veut que tout le monde nous soigne, nous donne des choses, hein, on paye des fortunes, mais on ne veut pas faire ce travail sur soi. Parce que ça demande du temps. Et le temps, on n'en a pas. Le temps, c'est de l'argent. Et il faut qu'on travaille, il faut qu'on gagne notre vie et tout ça. Donc, en chinois, si tu veux, la méthode de Shaolin, hein, ça s'appelle le Chan Yi. Chan, c'est-à-dire conscience, prise de conscience et d'éveil directement. Yi, la médecine d'éveil. Hein, la médecine, Yi, médecine. Donc, soigner quelqu'un, c'est pas la chose la plus importante. Ça, c'est du gratin, la pomme. Hein. C'est d'aller au fond de lui pour qu'il retrouve sa conscience, pour qu'il se remette à se reposer la question en lui, pourquoi les choses sont comme elles sont, et lui-même les comprendre. Et donc, à travers une auscultation de cette médecine-là, il y a le côté, bien sûr, par rapport à l'émission du Qi, à remettre l'homme dans son orbite, parce que l'homme, il est à l'image de l'univers, il tourne un peu, pareil, toutes les cellules a cette ressemblance, du plus petit au plus grand. Et c'est que, mais par contre, l'homme a perdu, si tu veux, cette compréhension de l'univers, comment on fonctionne, et on sort de l'orbite à chaque fois. Et donc, remettre l'homme dans son univers, pour qu'il puisse retrouver le Qi et puis se nourrir, si tu veux, cette énergie qui vient de lui donner des choses. Et après, lui poser des questions pour qu'il puisse répondre en lui les résultats. Donc, si le pratiquant, enfin le médecin, a un bon niveau de conscience et de troisième œil, il pourra percevoir plein de petites choses, plein de petits détails dans la vie de la personne qui vont se montrer. Et il va pouvoir, tiens, mais il y a 3 ans, il y a eu un truc dans ta vie qui s'est passé, tu t'en rappelles? Et pour que lui, en mémoire, ah mais oui, il y a eu un accident, et j'ai perdu quelqu'un, c'était douloureux, tu vois. Et là, ça va ouvrir la mémoire de la personne et il va pouvoir comprendre un peu qu'il y a quand même une relation entre l'émotion, si tu veux, qu'on a eu une forte émotion, et un jugement, parce que ce sont des jugements sur des choses, et puis après on les imprègne dans notre corps. Et ça devient des plaques qui se mettent. Et donc, c'est la loi de la cause-effet. C'est ça, comme ça ils travaillent. Ils savent qu'il y a toujours une cause. Et après, bon, il y en a qui croient en la réincarnation, il y en a qui ne croient pas en la réincarnation. Donc ça, c'est pareil, c'est une histoire dont... Il y en a qui peuvent leur dire, il y en a qui ne peuvent pas leur dire, parce qu'ils sont... Non, c'est n'importe quoi, ça. Mais bon, si l'esprit est ouvert, si l'homme est sincère pour vraiment vouloir savoir, on peut leur donner. Donc,
plusieurs médicaments par des soins, mais aussi par des questions. Donc, le travail qui est d'enseigner le travail de la méditation. Le travail, si tu veux, parce que c'est quoi la méditation? Il y a plusieurs façons d'expliquer. La méditation, c'est aussi l'observation, de pouvoir regarder les choses comme elles sont. Et le travail du discernement, c'est aussi une chose, un outil pour d'éveil, discerner qu'est-ce qui qu'est-ce qui n'est pas. Alors, le corps, il te parle toujours. Pourquoi le corps, il est malade? Parce qu'il va te dire « je suis pas bien, écoute toi-même, écoute, là, on n'est pas bien, là ». Alors que nous, on dit que c'est des maladies, mais non, c'est le corps qui dit « écoute, fais quelque chose parce que je suis en train d'être détérioré ». Et tu peux pratiquer par rapport si tu veux, de l'Aogong, on a l'œil de la main, le ressenti. Si tu mets la main quelque part, la mémoire, si tu veux, corporelle, peut te donner des impulsions d'émotions et tu pourras trouver quelque chose qui va te parler par une image, qui va te donner des choses. Mais, comme je dis, il faut quand même que l'être qui veut vraiment guérir fasse un travail, sur soi, qui vraiment sort de son petit trou, là, de bien de facilité, hein, et vraiment se donne du temps. Hein, c'est ça, il n'y a pas de secret. Hein. Le Christ a dit, le royaume des cieux est en vous. Hein, et il faut aller chercher. Quoi. Une chose à savoir, c'est que si tu pratiques cette pratique de Qigong, tu as une énorme responsabilité envers la personne que tu vas rencontrer, envers toi et envers l'univers. Donc, tu ne peux pas faire ça d'une façon penser que oui, je vais être un grand maître, tu vois, je vais faire ça et comme ça, je vais être reconnu, ou je vais soigner des gens sans qu'il y ait vraiment une autorisation pour pouvoir le soigner, parce qu'il y a des gens qui doivent vivre ces choses pour avoir d'autres expériences. Donc il m'a dit qu'il va enseigner autre chose. Donc il y a toujours, avant de faire un soin, une pratique de prière et de demander l'autorisation si tu dois ou pas faire un soin à ce niveau-là. Et si la réponse est oui, si tu reçois une réponse qui est consentante, dans ce cas-là, tu vas voir la personne. Bon, et une chose, c'est d'être, comme tu es quelque part un vecteur, tu ne sais rien. C'est de jamais programmer des choses, oui, bon, je pense parce que je vois ça. Non, je ne sais rien du tout, et c'est seulement regarder. C'est comme un film, tu es observateur dans un théâtre, tu es spectateur de quelque chose, et tu regardes. Et quand tu vois, bon, tu commences à faire ton soin, et remettre les choses à sa place. Donc on est tous basés sur l'énergie du yin et du yang, qui de temps en temps il déséquilibre, et au fait aussi que l'énergie du soleil et de la terre, hein, tout se tourne. Donc remettre le cycle à sa place. Et à travers que quand le cycle commence à tourner, tu regardes où est-ce que ça ne passe pas, où est-ce que les choses se bloquent. Et si tu veux, dans la Bible, quand Jésus disait des choses, les démons ils sortaient. On parle de démons à chaque fois, mais aujourd'hui on rigole quand on dit démons, ça n'existe pas ça, tu vois. Mais si tu as l'œil de spirituel, les démons, ils sont là. C'est bizarre, tu vois des entités, de temps en temps, c'est des serpents noirs, de temps en temps, c'est des dragons. Enfin, tu as toutes sortes d'entités qui sont là. De temps en temps, ce sont des gens qui n'ont pas encore quitté, enfin, si tu veux, c'est encore dans le plan astral, qui veulent revenir encore sur Terre, parce qu'ils ont encore des choses à dire. Il y a plusieurs dimensions dans cette guérison. Et là, tu travailles par l'énergie de lumière. Donc tu remets tous ces méridiens en place, et bien sûr, ces entités, elles quittent dans le monde de partir. Tu leur dis, écoutez, maintenant, vous n'avez rien à faire ici. Et elles s'en vont. Et la personne, donc, à ce moment-là, ressent des choses, bien sûr, que ça bouge dans le corps. Et normalement, la sensation que tu as quand tu as une épuration énergétique qui se fait, c'est une froideur. Parce que les énergies négatives sont des énergies froides, et elles circulent, et puis elles sortent par les pieds ou par les mains, et tout ça. Et donc, il est bon, j'habite maintenant dans un petit lieu en Suède, dans un petit bled. Et de temps en temps, je pense que ce sont des gens qui doivent venir là, mais ça se fait de temps en temps. Quelqu'un qui appelle, j'ai appris que peut-être vous pouvez me voir, j'ai un problème. Voilà, et donc, je dis venez. Je ne sais pas si je peux vous aider, mais on peut voir. Et voilà, donc de temps en temps, je reçois des gens qui viennent, et puis je fais des auscultations, mais c'est pas officiel, quoi. Mais par contre, je sais que cette médecine de Shaolin, de Lao Tzu, a
vraiment beaucoup de choses bénéfiques et ça a aidé beaucoup de monde à guérir. La guérison, elle est partielle, c'est seulement physique. Il faut qu'il y ait aussi la guérison spirituelle. On dit en chinois Xiushin. Xiushin qui veut dire réparer le cœur. Il faut qu'on répare notre cœur parce qu'il est en ruine. Hein. Donc il faut remonter ce temple, reconstruire ce temple intérieur. Et ça prend plus de temps qu'une guérison avec l'aspirine. Si on me dit il ne te reste plus que 3 semaines à vivre. Ah non, ah non, ah non hein. On peut réveiller une volonté à l'intérieur. Ah non, je veux vraiment vivre. Je veux vraiment, je n'ai pas lâché prise. Moi, j'ai une autre explication d'un ami que je connais en Suède qui est tombé d'un lit superposé. Parce qu'il était chez lui, puis en fait, il a oublié, il est tombé sur une chaise, comme ça, pac, et il s'est cassé la nuque dans 2 endroits. Et il s'est retrouvé paralysé à vie, hein, sur une chaise roulante, avec la mémoire vive, hein, qui ne revenait plus, quoi. Donc il oublie chaque fois ce qu'il disait le lendemain. Les médecins lui ont dit, tu ne pourras jamais marcher. Et cette personne s'est dit non. Non, c'est pas possible, je vais marcher. Et 2 ans après, maintenant il est toujours là. Le cas est impossible, les médecins ne comprennent toujours pas, parce qu'il a des trucs, des fissures dans le dos, mais il est debout, il fait sa vie, tout ça, et aucun problème. Donc l'homme a le pouvoir, enfin, c'est lui le propre guérisseur, c'est lui le médecin. Il faut l'interpeller, il faut le retrouver en lui, quoi. Quand on lui dise non, allez voir là-bas, ou allez voir ici, non. C'est là qu'il faut chercher. Et je pense que ces histoires dont tu me parles, je pense qu'il y a ces gens-là, lorsqu'ils vont... il y a une pratique, si tu veux, de régression que je fais, c'est le regret. Et tu peux, en pratiquant, tu peux te mettre, penser que tu es enterré. On t'enterre dans un cimetière, hein, et tu vois toutes les gens que tu as vus dans la vie défiler. Et que voilà. Et bien sûr, tu as plein de gens, ah, j'aurais dû lui dire ça, mais oui, j'aurais dû lui dire ça, j'ai pas dit ça en fait. Moi, mon père, j'aurais dû lui parler par rapport à ça. Et donc tu réveilles, si tu veux, le regret de ne pas avoir fait des choses, de ne pas avoir dit ça, de ne pas avoir vécu ça. Et ça peut amener à que l'homme, la volonté de vivre revienne, si tu veux. Voilà, monsieur. Merci.